Eh bien, on va commencer. Bonjour tout le monde. Je me présente, Michael Sinatra. Je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques qui a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une première de deux communications faites avec les collègues, mauvais jeu de mots, ça fait exprès, du département de communication, Sylvain Thibault et Juliette Desmayer, qui ont prévu donc cet événement en collaboration avec le centre qu'on fait pour la maintenant sixième année avec différents départements de la FAS au fur et à mesure des années. Et sans plus tarder, je vais inviter ma collègue Juliette à présenter notre invité. Merci beaucoup, Michael, et merci au Centre de nous donner l'opportunité d'inviter des collègues qu'on a envie d'entendre. Et aujourd'hui, cette personne, c'est Katharina Niemeyer. Donc, Katharina Niemeyer, elle est professeure à l'École des médias à l'UQAM. Elle est aussi directrice du CELAT UQAM et co-responsable du MX Lab en recherche-création médiatique. Elle a aussi cofondé en 2005 le collectif Rabbit Research, dont j'aime bien la description, art mouvementé et indiscipliné. Où donc Katharina, dans ce collectif, participe à la création et à la diffusion de pièces chorégraphiques et expérimentales. Et ses travaux, par ailleurs, portent sur les rapports entre médias, technologie, mémoire et histoire. Dans son texte, elle a notamment, là, parmi toutes les choses qu'elle a fait, elle a notamment co-dirigé un ouvrage qui s'appelle Nostalgie contemporaine, médias, culture et technologie, paru en 2021 aux presses universitaires du Septentrion. Elle est, aujourd'hui, on l'invite à titre de co-chercheuse du projet Solastalgie créatrice qu'elle va nous présenter maintenant. Merci beaucoup, Katharina, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est toujours un peu déstabilisant là, d'avoir une caméra en même temps qui tourne, puis je vous regarde et vu que c'est enregistré, peut-être après, pour la discussion, on peut faire un tour de table pour l'échange, savoir qui est là. La plupart des personnes, je les connais, mais voilà. Je vais aussi, avant de commencer, vous voyez le titre déjà à l'écran. Vous comprendrez plus tard pourquoi il y a cette police de caractère intéressante. Et je vais commencer par la reconnaissance territoriale et reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Et je reconnais que la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, Tiohtià:ke Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples qui y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Et, vous allez voir aussi que parfois, je l'ai lu, je ne l'ai pas appris encore par cœur, la reconnaissance, mais ça va résonner aussi avec notre terrain. Je veux déjà remercier le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques de m'avoir invité, donc Juliette Desmayer, Ghislain Thibault et Michael Sinatra aussi, puis pour votre introduction. Si toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, malgré la belle météo, ne peuvent pas être dehors, c'est la première belle vraie journée. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et je vais leur présenter un projet collectif aujourd'hui qui s'intitule Les terrains de la Solastalgie. Et là, on a avec Magali Hull, normalement, qui devait être là, mais elle est en France, donc elle vous salue. Donc, on se distribue un peu le travail. Il y a une petite tournée solastagique. Donc, on est quand même un grand groupe qui a travaillé dans le projet. Donc, c'est vraiment apprendre tout ce que je raconte comme vraiment un projet collectif dont je suis la porte-parole là aujourd'hui pour partager un peu nos découvertes de terrain solastagique avec vous. Et je suis contente aussi qu'André est là aujourd'hui parce qu'il y a aussi un axe dans le projet Environnement Média Archives, une anatomie contemporaine de la mélancolie et de la nostalgie, qui est aussi subventionné par le CRSH, où André est chercheur principal. Et avec Magali Hull et James Cisneros, on est co-chercheurs, puis il y a un axe solastalgique. Donc, ça s'imbrique quand même parce que les projets ont comme pu avoir en même temps. Donc, c'est parfait. Comme ça, on pourra avoir des belles échanges. J'ai un texte parce que c'est la première conférence que je donne depuis quelques mois et je suis comme en pseudo-sabbatique. Non, je ne sais pas ça pseudo-sabbatique parce qu'on n'est jamais vraiment en sabbatique. Donc, la petite nervosité va avec, comme on peut l'entendre. Donc, je vais parfois un peu naviguer dans mon texte puis essayer quand même de rendre ça pas trop endormant en parlant. Tout pour commencer, revenir sur une définition de la solastalgie de façon très, très large, parce que je n'ai pas tracé un parcours définitionnel de 20 minutes, mais juste pour le rappeler. Donc, le terme vient de Glenn Albrecht de 2005, Solastalgia, A New Concept in Health and Identity, où il y a vraiment le terme qui a été là pour la première fois conceptualisé.
chercheur australien, Glenn Albrecht. Et donc, une traduction de ce que l'on trouve dans ce texte serait de dire que la solastalgie désigne la peur et l'inquiétude de voir son chez-soi que l'on n'a pas quitté changer abruptement ou lentement à cause de catastrophes provoquant des ruptures drastiques ou transformations latentes. Reste à dire qu'il y a un concept qui émerge. Je me dis toujours, est-ce que c'est vraiment la personne, la première qui l'a inventé? Ça arrive quand même souvent, comme avec l'archéologie des médias et puis tout autre concept qu'on connaît dans notre domaine. Et en effet, il y a déjà eu un collectif où Glenn Albrecht faisait partie où le mot était utilisé dans un article de 2004, dont le titre exact m'échappe à l'instant présent, parce que je ne l'ai pas noté là. Mais ce n'était pas encore conceptualisé. Donc, juste pour le dire, il y avait un collectif aussi là derrière le concept. Voilà. Autre élément important, d'où aussi la question quand on parle de terrain ou territoire, j'aime moins le mot territoire, mais en tout cas terrain, c'est que aussi Glenn Albrecht s'est inspiré des peuples autochtones en Australie, donc des Hopi ou Hopi, je ne sais pas comment on le dit en français. Et il y a un mot donc dans cette langue autochtone que vous connaissez peut-être d'un film de Reggio, Koyaanisqatsi, je ne sais pas si je le prononce bien, qui en anglais désigne a life out of balance or disintegrating. Donc, j'aime bien cette idée de désintégration ou de débalancement. Et Glenn Albrecht connaissait ce terme, mais il a dit il faut trouver quelque chose en anglais. Donc, finalement, c'est ce qui est devenu donc de solatium, consolation, réconfort, douleur, souffrance, chagrin, algia, est devenu le mot solastalgie ou solastalgia. Donc, finalement, un certain réconfort qui, à la base, est perturbé, donc quelque chose où on vit. Puis là, il y a une consolation peut-être en quête. Il y a quelque chose qui relève aussi de la nostalgie, j'y reviendrai, etc. Donc, tout ça pour dire, oui, il y a des liens aussi, évidemment, avec la notion de nostalgie. Albrecht en parle aussi dans la perte, évidemment, qui est évoquée. Mais la solastalgie, peut-être si vous avez croisé le terme, qui paraît maintenant aussi dans les discours médiatiques plus officiels, dans l'espace public, et surtout associé au changement climatique, à l'éco-anxiété, au deuil écologique, par exemple. Mais Albrecht, il est quand même inclus au départ aussi toutes les transformations qu'il peut y avoir, par exemple avec une guerre, d'autres catastrophes, ou tout simplement, si, comme c'est le cas en ce moment chez moi, il y a une partie de la forêt qui est détruite parce qu'il y a une nouvelle construction, donc voilà, les arbres qui disparaissent, donc chacun individuellement peut ressentir donc, ces changements-là qui ne sont pas toujours en lien avec le changement climatique. Donc Albrecht, c'était aussi au départ ce que l'on trouve dans sa définition. Et puis aussi avec Magali Hull, on avait travaillé un peu le concept, évidemment, avant de partir là en recherche aux îles. Et puis finalement, à partir aussi de cette discussion en lien avec la nostalgie, on a dit que peut-être ce qui fait la différence principale, c'est que ce ne sont pas les personnes qui se déplacent ou sont forcées de se déplacer vers un ailleurs lointain, mais c'est leur milieu de vie qui se modifie devant leurs yeux. Ce n'est donc pas l'ailleurs vers lequel elles sont parties qui semble étranger, mais le sol qu'elles foulent quotidiennement qui est devenu méconnaissable. Donc, on a essayé de le formuler ça comme ça pour faire la distinction aussi, peut-être avec juste la notion de regret ou autre. Et ça implique aussi une souffrance du temps présent parce que c'est quelque chose qui est là au moment où ça se passe, puis on le ressent. Puis je reviendrai tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de concept quand on arrive sur un terrain, on parle avec les communautés, parce qu'on est dans une toute autre réalité. Et un exemple donc aussi pour illustrer, c'est un ouvrage que je vous invite à découvrir, surtout avec les élections qui sont en cours de préparation aux États-Unis. C'est Ali Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land. C'est un ouvrage qui n'est pas du tout sur la solastalgie ou sur la nostalgie, mais le mot nostalgie paraît beaucoup. Et elle est sur Ali Russell Hochschild. Ce qu'elle fait dans ce travail, c'est de partir faire un tour anthropologique aux États-Unis pour comprendre pourquoi les gens votent pour Trump. Puis elle s'est entre autres rendue en Louisiane, au Bayou d'Inde, où elle a rencontré des personnes pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur place. Puis là, on n'est pas directement dans la question du changement climatique, mais dans l'industrie pétrolière. Puis vous pouvez lire vous-même, mais je vais quand même le lire aussi vu qu'il y a un enregistrement. Donc, elle a rencontré des Arinos, donc une famille qui vivait sur place, qui pouvait se nourrir des poissons, du jardin, qui étaient carrément autarques dans leur maison. Puis tout ça, c'est fini. Donc, je la cite, elle dit « The Arinos didn't simply remember the good old days of a clean bayou land, they remembered against the great forgetting of industry and state government. This larger institutional forgetting altered the private act of mourning. And not just that, it altered the Arinos' very identity.
they had not left Bayou-Dende. They were stayers. They did not want to leave, and even if they wanted to, they couldn't afford to. The polluting companies had given them no money to enable them to move, and the value of their house had now fallen. The Arinos had become stay-at-home migrants. They had stayed, the environment had left. Donc, c'est très touchant parce que ce n'est pas du tout le centre du travail de Hochschild, mais il y a beaucoup de récits à l'intérieur qui font référence à la solastalgie et à cette souffrance, finalement, qui vient voilà, de toute forme d'industrialisation ou voilà, événements qui se passent autour. On va trouver des choses similaires avec Northvolt, qui sait. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste pour illustrer un peu que ce n'est pas juste la question du changement climatique ou de l'éco-anxiété, qui est aussi un terme un peu, je ne vois pas dire gentrifié, mais un peu à la mode. Donc, pour rappeler que ça peut avoir des racines beaucoup, beaucoup plus profondes. Donc, aujourd'hui, la présentation aussi, c'est en deux parties. Vous verrez sur mon écran, c'est beaucoup plus jolie couleur, mais apparemment l'UDM fait un filtre bleu sur ce qu'on disait avant en testant sur les présentations. Ça va se départager en deux parties. Ce que j'ai appelé le terrain de départ, parce qu'avant de se rendre sur un terrain, on le commence déjà. Ce sont donc les souvenirs personnels et mémoires vivantes dans le groupe Facebook ou, souvenez-vous, Île de la Madeleine et de notre premier séjour avec Magahu Hull aux îles en mai 2022. Et puis, par la suite, les terrains que j'ai appelés les terrains de co-création, les solastagies créatrices, donc 3 semaines de résidence en mai 2023, il y a bientôt une année, et puis les ateliers et les rencontres. Donc, comme j'ai dit déjà, c'est vraiment un travail collectif qui s'est mis en place, mais aussi au début, on a commencé avec une immersion en fait dans cette communauté en ligne. Avec Magali pour préparer notre terrain. Et puis par la suite, c'est plus elle qui a pris en charge l'Atlas, dont je parlerai tout à l'heure, une publication collective. Et puis moi, j'ai continué un peu à fouiller voilà, ce groupe Facebook. Je voudrais partager aussi avec vous un peu les idées et résultats qui ont émergé. C'est un chapitre d'ouvrage que je vais finir bientôt, qui est aussi une des études de cas du projet dont j'ai parlé avant. Donc, à vos retours, peut-être échange et voir peut-être si à faire amélioration ou des idées qui viendront. C'est toujours très apprécié. Voilà. Donc, on était très préoccupés. En fait, on avait fini un projet qui s'appelait Écran Total pendant la pandémie. Et là, en discutant avec les collègues, puis donc avec Magali, on était sur quoi est-ce qu'on peut encore travailler? Nous ne sommes pas les spécialistes de ci, de cela. Qu'est-ce qui nous préoccupe? La pandémie était quand même très contraignante pour beaucoup de personnes d'entre nous. En même temps, on était restés privilégiés quand même à l'intérieur de tous ces événements. Et ce qui nous préoccupait, c'était quand même évidemment la question du changement climatique. Mais non, on n'est pas spécialiste à la base de ça. Donc, ce n'est pas les causes du changement climatique sur lesquelles on aura pu travailler. Nous ne sommes pas non plus dès le départ nécessairement des approches intersectionnelles quand on va sur un terrain, même si ça nous préoccupe. Mais on voulait mettre ensemble notre intérêt peut-être pour des communautés de mémoire et de voir qu'est-ce que les images vernaculaires, les images d'archives peuvent apporter pour peut-être témoigner d'un changement qui parfois n'est pas dans l'espace public ou pas de la même façon. Donc, le choix des îles de la Madeleine, c'est assez vite imposé parce que ce qui se passe aux îles, c'est assez visible. Il y a beaucoup d'érosion. Il y a aussi, je ne sais pas si vous êtes familière avec les îles de la Madeleine, mais beaucoup moins de forêts. Il y a eu beaucoup de déforestation. C'est reforesté, mais à cause des vents, les arbres ne peuvent pas vraiment pousser. Il y a un jeu aussi d'eau potable. Beaucoup d'eau vient en fait ce qu'on appelle le lac solitaire qui est en haut. C'est une des ressources. Donc les nappes phréatiques sont aussi vraiment menacées. Donc on peut dire c'est pas comment dire un terrain heureux pour la solastagie, mais c'était un terrain où les changements sont visibles et sont médiatisés. Donc, on a lu les rapports qui existent, beaucoup de médiatisation, évidemment, en cours. Puis récemment, Alexandre Shields avait publié un article, justement, où officiellement, c'est connu que les îles vont disparaître à un moment donné. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans Le Devoir. Donc, on a commencé les petites pré-recherches sur les îles et on aura pu choisir d'autres endroits hein, au bord du fleuve. Mais là, vous voyez, quand il n'y a pas de crédit, nécessairement, c'est nos photos, Magali et moi, sinon on a mis les crédits. Moi, j'aime bien aussi fouiller dans les cartes. Donc là, ça illustre en quelque sorte aussi on voit les îles de la Madeleine un peu autrement. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est 1931. C'est une carte en fait sur les naufrages. Les naufrages sont très, très nombreux aux îles historiquement, mais tout simplement aussi par l'emplacement de l'archipel.
qui aussi, bah, finalement, dans une continuité, on peut la penser aussi avec la question de l'érosion et puis les tempêtes, évidemment. Donc, on a fouillé aussi dans les archives par rapport à ça et surtout que les naufrages sont très présents dans les récits aussi. Je ne sais pas si parmi les personnes ici, quelqu'un vient des îles, mais ça revient beaucoup dans les échanges. Les naufrages sont très, très importants, les personnes qui partent en mer et aussi tous les changements qui sont venus. Euh, avec justement toute la technique qui a été inventée pour la navigation, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Euh, donc, on s'est dit, bah, nous, on arrive quand même, là, une Française, une Allemande, moi, l'Allemande en l'occurrence, comme on l'entend, elle dit, bon, on part aux îles, puis on va faire un terrain, bah, on ne sont pas des anthropologues, on ne va pas arriver là, dire salut, on fait un travail sur la solastalgie. D'ailleurs, le mot, on ne l'évoquait pas au départ, je reviendrai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, ah tiens, allons voir sur Facebook, il y a certainement un groupe aux îles. Et puis, il y a donc cette communauté en ligne aux îles de la Madeleine qui s'appelle Vous souvenez-vous, île de la Madeleine. Et c'est quand même un groupe où il y avait, quand on a commencé le terrain en 2022, 8200 personnes. D'ailleurs, c'est une capture d'écran de 2022. Aujourd'hui, il y a 9400 membres. Je le dis parce qu'aux îles, il y a environ 13 000 personnes qui habitent. Mais dans ce groupe se trouvent aussi beaucoup de personnes qui ont quitté les îles ou qui reviennent une fois par année ou sont partis pour les études. Donc, c'est quand même une communauté en ligne très resserrée, mais très connectée à la communauté locale. Donc, c'est aussi d'un point de vue, voilà, justement, je parle beaucoup du numérique aussi. Là, c'est vraiment intéressant comment on passe en fait. J'ai appelé ça entre les lignes. Aussi, avec Ola et là, on avait fait un article sur notre communauté en ligne. On passe en fait de en ligne, hors ligne, et finalement, il n'y a pas de réelle séparation. Et là, c'est encore beaucoup plus le cas pour ce groupe-là. C'est une réelle communauté aussi sur place. Donc, on a fait une immersion dans cette communauté en ligne avant de partir aux îles. Et d'un point de vue purement d'une problématique là, de recherche aussi, qui est quand même émergé de ça, c'est qu'il y a aujourd'hui passablement ou de plus en plus de recherches sur des communautés de mémoire en ligne. Donc, il y en a de plus en plus, mais pas avec l'état dans un sens de patrimoine. Aussi, bah, voilà, regarde une personne aussi ici qui travaille sur les communautés en ligne de mémoire. Puis, donc, il y a, je pense que vous connaissez toutes et tous les, voilà, Montréal avant-après, par exemple, cette juxtaposition, puis voilà, voilà, ça connecte à un quartier, etc. Donc, ce genre de groupe, il y en a de partout. Le problème, évidemment, c'est que ça se passe sur Facebook, mais ça, c'est un autre débat. Euh, et des études sur ces groupes commencent à se mettre en place, mais il n'y avait pas encore de lien avec peut-être éventuellement utiliser ces archives vernaculaires. Parce que ce n'est pas une vraie archive Facebook, hein, ça c'est un autre débat, mais c'est partage d'archives personnelles plutôt ou collections que les personnes ont à la maison en ligne et de voir est-ce que ça peut être mobilisé peut-être dans le contexte du changement climatique, puis pas forcément dans une idée de sensibilisation, mais comme une ressource en fait de mémoire du futur et j'y reviendrai. Et puis, voilà, juste aussi pour vous donner, si ça vous intéresse, les travaux qui existent un peu dans ce sens-là sont Ekelund, Yoki Ojebod, Malek, puis Emily Keightley et moi-même, on a travaillé plus sur la marchandisation de ces communautés en ligne, sur une toute autre communauté en ligne, en fait. On s'est vraiment intéressé à ce qu'on appelle en anglais la commodification. Donc, il y a des travaux sur ça, mais pas en lien avec le changement climatique ou les questions enjeux environnementaux. Donc, c'était là aussi une idée de contribuer en même temps, d'un point de vue de la recherche, à ça. Et puis, évidemment, dans le groupe Facebook, donc j'y reviens juste un peu en arrière, on trouve la nostalgie très classique. Je le dis un peu désenchantée parce que j'essaie depuis quelques années de dire la nostalgie, c'est pas juste le joli plaisir du passé, puis on se remémore un peu de façon douce amère. Mais dans ces groupes, c'est souvent le cas. Donc, c'est un partage. Ah, regarde, le passé, c'était beau. Voilà, cette plage, je me souviens. On y était quand enfant, etc. Donc, on voit ça beaucoup avec les images ici partagées. Mais on s'était dit, est-ce qu'il n'y aura pas la matière dans ces groupes-là ou dans ce groupe spécifiquement-là qui permettrait de saisir la place d'une communauté en ligne pour penser les désordres climatiques en cours et proposer une autre perspective de la place des souvenirs personnels dans ces espaces numériques. Donc, je dis autrement, des expressions nostalgiques plutôt classiques, entre guillemets, qui s'en dégagent. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir un autre temps un peu plus inquiétant, par exemple? Donc, celui d'un regret du changement advenu ou en cours, de la peur d'autres en devenir, que ce soit sur le plan de l'urbanisation, du climat et d'autres facteurs de stress. Donc, on était curieux de savoir est-ce que ça paraît dans les commentaires? Parce que c'est un groupe passé heureux en destination, puis je reviendrai un peu là-dessus par la suite.
Et puis, une fois arrivé aux îles, ben là, on pourra dans la discussion, si vous avez des questions plus sur le terrain, on s'était organisé à rencontrer des personnes dans les associations environnementales, le centre d'art Atmaré, avec lequel on a travaillé aussi par la suite, le musée de la mer où sont déroulés les événements. Mais on était aussi parti, à partir de notre analyse, à choisir des lieux qui, à partir des commentaires, semblaient avoir changé. Puis là, je vous donne l'exemple. Ben là, c'est juste des photos. On a parcouru l'île, en fait, à partir des photos d'archives aussi. On a pris des photos à des endroits où il y avait des images d'archives qui étaient partagées ou des souvenirs personnels. Parce que parfois, c'est les archives de la BANQ qui sont partagées. Ça, c'est encore un débat. Parfois, les administrateurs du groupe. Euh, donc, on a parcouru les 2 premiers jours les îles pour situer des lieux aussi pour nous rencontrer le territoire. Territoire, c'est un mot que j'aime pas, mais là, je l'ai utilisé. Donc, pour qu'on rencontre le terrain et puis rencontrer les personnes, puis faire une immersion. On était aussi dans les archives. C'était encore un peu la pandémie. Magali est avec un masque. On est dans les archives régionales sur place, aussi les archives médiatiques. C'est vraiment, vraiment une place intéressante. Et c'est surtout un lieu très énigmatique aux îles, c'est le chemin de la Martinique. Et là, vous voyez en haut à droite, c'est le donc chemin de la Martinique, l'étang du Nord, chemin des Chalets, ça s'appelait aussi 1979. Et là, j'ai pris une vidéo de la voiture, juste pour vous donner une idée à quoi ça ressemble aujourd'hui, puis les étapes par la suite, comment on s'est repéré sur le terrain aussi, et comment on en a gardé trace. Comme ça fait une pause aussi, parce que là, je suis complètement emballée. Voilà. Normalement, le son devrait fonctionner. C'est pas si important, je suis en voiture en même temps. Il y a des micros. La photo que vous voyez à droite, à l'époque, a été prise à peu près à la maison rose ou bleue en haut, là, donc d'un hauteur en vue de, donc de plus haut d'une maison. Hop, je vais passer là. Puis ce qui est arrivé, c'est que Fiona est arrivée quelques mois après que nous, on soit partis des îles. Donc finalement, cette vidéo-là, je me dis, je pense que j'avais pris une vidéo, je l'avais oubliée. Et puis, vous avez vu un peu, vous voyez ici en arrière, je vais me lever, même si c'est sur Zoom, là, mais vous voyez là en arrière l'eau aussi qui était déjà présente à l'époque. Et quand vous voyez aujourd'hui, des peu de chalets qui restent, l'eau commence vraiment à venir des deux côtés, en fait. Et c'est le chemin de la Martinique. Donc, le chemin des chalets fait partie des premières évacuations sur place forcées, mais il y a des personnes qui restent quand même. Donc, c'est un lieu avec un enjeu assez spécifique. Et puis, vous voyez aussi un des ateliers qu'on a fait sur la graphie avec Corinne Dufresne-Delière, qui travaille avec moi en milieu expérimental à l'UQAM. C'est son sujet de maîtrise, mais pas aux îles, mais elle a fait quand même un atelier là-bas. Je reviendrai tout à l'heure. On a posé aussi une caméra au chemin de la Martinique, mais qui avait disparu après, donc on n'en a plus d'image. Mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, ça vous donne un peu l'idée d'un point de vue méthodologique, comment on s'est repéré en 2022. On est allé dans les lieux à partir d'images d'archives, tout avec aussi une mauvaise conscience un peu, parce qu'on se dit, on arrive un peu, on filme, il y a vraiment des personnes, il y a quand même une menace qui est présente, puis on se promène là un peu comme des touristes, puis donc il y a un malaise quand même qui était là, mais qu'on a discuté aussi avec les personnes sur place, puis on a essayé de voir qu'est-ce que nous, en tant que chercheurs aussi, on peut faire, parce qu'on ne peut pas arriver là, puis donner des leçons sur le changement climatique, chose qu'on ne peut pas faire, ce n'était pas du tout notre objectif. Et tout ça, mais on voulait saisir justement comment les transformations en cours sont vécues sur place parce que l'article d'Alexandre Schill, n'était pas encore sorti. Il y avait quand même beaucoup de déni. Fiona a un peu changé les choses. Je dis ça parce que ça fait du lien avec la suite et l'analyse de la communauté en ligne.
Voilà. Je regarde parfois l'heure un peu. Euh, Juste pour vous dire, d'un point de vue de l'analyse en tant que telle de cette communauté, on n'était pas dans un objectif d'analyse quantitative à repérer tout ce qui se passe sur le site. De toute façon, on sait très bien que c'est compliqué, les données sur Facebook, après de tout reproduire. Puis c'est toujours une question de la problématique de recherche que l'on a. Donc, on a choisi en fait 2 moments d'observation ethnographique en ligne de temporalité distincte parce qu'on avait remarqué que dans le groupe, parfois, il y a une personne du groupe qui s'emballe et qui, pendant une semaine, publie juste des photos de portraits de personnes où on voudrait retrouver les noms. Et une semaine plus tard, c'est un autre contenu, quelqu'un d'autre qui domine en fait l'espace ou le mur du groupe. Donc, les chiffres donnent juste une tendance, juste pour le dire. Là, il y a aucune. Mais ça nous a permis après de voir aussi, pour préparer les ateliers, quelles peuvent être les thématiques qu'on pourrait évoquer parce que c'est ce qui préoccupe les personnes sur place. Donc, on a analysé environ 600 publications étalées sur 27 mois, ce qui correspond. C'était aussi à peu près tout ce qui a été publié, juste pour dire. Là. Mais je reviendrai sur l'historique du groupe après, ce qui correspond à toutes les publications postées en ligne dans le groupe durant 2 phases. C'était donc de décembre 2020 au 16 avril 2022, donc à peu près 2 ans jusqu'à ce qu'on aille aux îles. Et puis, la phase 2, donc c'est à partir de Fiona jusqu'au septembre 2022. Non, pardon, jusqu'au 3 septembre 2023. Voilà. Et le choix de ces périodes s'explique par 2 principes. On a donc d'abord souhaité dégager un panorama compréhensif du contenu partagé dans ce groupe. Et on a donc analysé 400 publications un peu aléatoirement en scrollant. Là, on n'a pas fait selon les priorités. Et on a fait ce qu'on appelle une analyse de contenu assez classique avec 3 thématiques dominantes par image ou publication partagée. Et puis, je pense que je n'avais pas préparé un PowerPoint pour ça, pour vous montrer un peu méthodologiquement à quoi ça ressemble. On est dans du bon vieux Excel, là, en l'occurrence. Donc, c'est pas très, informatiquement, pas très avancé. Mais ça a permis aussi de dégager dans les commentaires. Et là, je remercie par ailleurs Elina Kazatinka et Sandrine Allen qui nous ont aidé en fait aussi à télécharger une partie des données. Donc, on a travaillé à 4, mais elles ont participé à la collecte des données. Et on a classé ça vraiment avec capture d'écran de tous les commentaires. C'est classé par thème, j'y reviens tout de suite après. Et dans les commentaires, on a pu relever comme ça aussi, est-ce qu'il y a référence au changement climatique, une préoccupation en fait qui pourrait relever de la solastalgie ou pas? Et puis d'autres discussions qui se mettent en place. Voilà, donc je vais vous raconter un peu ce qui se partage. Donc, c'était quand même un travail de longue haleine de faire ça, là, pour celles et ceux qui ont déjà fait ça. C'est quand même assez intense. Mais ça permet aussi de voir qui publie, quand, qui sont les personnes qui prennent le plus de place dans ce genre de communauté-là. Parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont juste dans ces groupes pour regarder, ils ne vont jamais liker, etc. Puis en moyenne, il y a, oui, c'est ça, non, je l'ai noté. Ah, ça, c'est Robert et Leblanc, juste avant de venir plus au résultat. Robert Leblanc et Diane Hébert, ça, c'est une photo 2023, mais qui sont les administrateurs du groupe Facebook qu'on a rencontré en 2022. Et comme ça, je raconte l'historique parce que vous voyez les personnes. C'est toujours chouette de le savoir en lien. Venez à la maison, on va jaser du groupe. C'était vraiment accueillant. Et puis, le groupe existe depuis que la fonctionnalité de groupe sur Facebook existe, donc je reviendrai tout à l'heure. Et ils ont commencé les deux déjà à partager des photos d'archives sur leur mur pour essayer de connecter les gens aux îles. Ben, il y a beaucoup de personnes adoptées aussi dans toute l'Acadie. Robert, d'ailleurs, est adopté. Puis eux-mêmes avaient beaucoup d'enfants d'accueil ou en accueil chez eux, une vingtaine de personnes en accueil durant toute, et leurs propres enfants, je pense. Je n'ai pas posé plus de questions. On n'était pas là pour leur faire leur profil. Mais voilà, les deux avaient bien la jasette. Puis ils expliquaient, bah là, on avait des enfants en accueil, adoptés, puis ils venaient avec une valise et des photos de famille et ils ne savaient pas quoi faire avec. Fait qu'on a commencé à partager, nous, sur nos murs de groupe Facebook pour voir, quelqu'un reconnaît quelqu'un devant telle maison aux îles ou de tel endroit, ça allait parfois jusqu'en Gaspésie. Et au moment où la fonctionnalité du groupe Facebook qui s'est mis en place, bon, bah, c'est devenu ce que c'est devenu, le groupe. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de voir, bah, c'est pas juste, contrairement aux autres groupes sur lesquels j'ai pu travailler dans le passé, là, où il y a vraiment une vraie marchandisation en arrière. Ici, on est voilà, dans un vrai récit de vie qui est lié à une histoire très, très locale, voire même de famille. Voilà, donc ce qu'on a remarqué, donc on a quand même fait quelques petits pourcentages pour nous orienter, mais c'est quand même 41% des images partagées dans ce groupe. Pour les 2 phases d'analyse, donc combinées, là, on peut apercevoir des paysages dans la majorité à côté à la mer. Donc, je donne juste un exemple. 26% des publications montrent des personnes ayant vécu ou vivant aux îles. Et ça, c'est très important aux îles. C'est les histoires familiales, les généalogies, les noms de famille. Si vous appelez
je sais pas, Poirier, je pense. On pense que vous venez des îles, donc moi, ça n'a pas marché avec mon nom. Mais voilà, donc c'est vraiment, il y a un vrai attachement au lieu puis aux récits familiaux, surtout aussi l'histoire acadienne, parce qu'il y a 2% de la population qui est anglophone, qui est à l'île d'entrée, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et puis, 15% sur lesquels on voit des immeubles de proches, donc les résidences unifamiliales, les commerces ou industries locales. Puis on voit c'est pas parfois des moyens de transport. Bon, là, j'ai mis quand même un exemple en bas de les bateaux, la pêche, on voit souvent. Et puis 5% les villages ou villes vus de loin. Donc ça s'intègre dans les paysages. Donc parfois on a fait un double codage là, tout en restant assez clair là, en termes de dominance. Et puis on voit 3% les métiers et l'artisanat quand c'est vraiment mis en avant. Et 1% uniquement les animaux. Ça nous a un peu étonnés en même temps. Ben, les morses ont été toutes éradiquées aux îles. Enfin, parfois je fais là des parenthèses parce qu'il y a comme des souvenirs qui me reviennent en parlant. Donc j'ai déjà complètement dépassé le temps, mais c'est pas trop grave. C'est ça. Les photographies donc, qu'on voit couvrent l'ensemble du territoire, déjà quand on dit territoire, l'ensemble des îles et de l'archipel qui va du Old Harry au nord et des îles jusqu'à la pointe basse du littoral. Et puis, durant la période aussi d'analyse groupe Facebook, il y a une cinquantaine de personnes qui sont très actives en ligne. Et puis, on a environ en moyenne 30 commentaires quand même par publication. Donc, quand on fait des proportions, parfois avec des grands groupes là, sur Facebook, on va avoir 2 likes puis un commentaire. Ou au contraire, énormément de commentaires où on peut presque plus rien faire avec. Ça a permis une analyse vraiment intéressante pas facile à faire, mais au moins on pouvait vraiment plus facilement rentrer dans une analyse aussi qualitative par la suite. Euh, le groupe, donc, vous souvenez-vous, remplit donc une fonction de connecteur mémonique, j'appelle ça, là, et historique via un mode conversationnel en ligne qui se caractérise par son oralité et spontanéité réagissant finalement à la question « tu te souviens ?» Donc, il y a ça, puis là, ça génère des récits très intimes, très personnels, des anecdotes familiales. Donc, on passe des histoires très personnelles, en fait, à une collectivité à travers toute la dynamique de cette communauté-là en ligne. Et puis, j'ai ici un autre exemple. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, sinon je vous lis le commentaire. Donc, quand on a observé de façon plus précise certains commentaires, on voit qu'il y a énormément de commentaires qui font partie de la joie du souvenir. Donc, on n'est pas dans un regret en tant que tel, on est dans le plaisir de partager au présent et pour le futur, d'avoir un connecteur de cet attachement-là. Ici, je vous donne un exemple, puis on est vraiment dans une nostalgie plutôt heureuse la majorité du temps. Ici, on va, quel souvenir? Ben oui, c'était chez nous, c'est-à-dire à mes parents, Tony et Elisabeth. Donc, tout de suite, on sait qui c'était. Ils étaient vraiment innovateurs pour l'époque, avec en prime le vieux Volkswagen à maman qui servait de chariot à ménage. Donc, c'était des petits chalets de location, là. Les mini-maisons, aujourd'hui, on sait très bien ce genre de truc de 100 000 $, puis vous en trouvez quelque part, hein, à 2 heures de Montréal. Voilà, et oui, ça sentait bon. Moi aussi, ça me manque beaucoup. Donc, il y a l'attachement aussi aux odeurs, aux îles et au vent, qui est vraiment très, très présent. Et puis, quelqu'un assez classique, je me rappelle des chalets là sur la pointe, nostalgie. Voilà. Donc, elle est très explicite en l'occurrence, elle n'est pas très implicite. Donc, les commentaires sur cette carte postale, vous voyez en haut à droite, peut-être qu'il s'agit d'une carte postale. Et c'est mentionné aussi dans d'autres commentaires qui confirment que c'est une carte postale. Indique également la destruction de ces petits chalets de vacances pour permettre la construction d'un nouveau pont Havre-aux-Maisons construit en 2010. Donc, j'ai quand même un peu navigué là dans les documents de construction municipaux, là, puis ça a créé quand même un débat. Et ça revient, je prends aussi ici cet exemple parce que dans nos rencontres avec les personnes, c'est revenu, il y a des personnes qui sont très militantes aux îles qui disent « c'est un archipel, on ne veut plus des ponts ». Mais ça pose un autre problème. Il y a plein de 4x4 aux îles, tout ça. Enfin, vous voyez un peu à quoi je fais référence. Donc, c'est assez intéressant de voir là qu'il y a vraiment des contradictions par rapport à qu'est-ce qu'on fait sans des îles, vont disparaître. Mais là, est-ce que ça sert à quelque chose si on continue à payer des millions et des millions à continuer à entretenir les routes? Voilà. Donc, il y a aussi dans les commentaires ce qu'on a trouvé vraiment chaque fois un attachement vraiment au paysage et leur changement, mais pas dans un sens de regret nécessairement. Donc, on est là, OK, peut-être il n'y a pas de solastalgie finalement, mais allons voir. Mais on a, et ça, c'est un exemple de vidéo que j'ai partagé avec vous, qui date de 2010, que là, j'ai juste filmé un peu via mon téléphone pour vous. Et le premier commentaire sur cette vidéo, c'est pas cette année qu'on va revoir ça. Donc, on est dans une vidéo de 91 et je vais juste vous montrer donc un extrait.
Et il s'agit de la traversée ça, c'est au sud de l'archipel ici, là, c'est Sandy Hook, ça s'appelle. C'est à la Grave, aux îles. Il y a aussi le musée de la mer, qui est vraiment sur la pointe, le musée. Là. Je sais pas, je vais me relever, là, c'est comme on le voit. Puis sinon, allez sur vos ordinateurs et regardez les îles de la Madeleine. Mais le musée de la mer est comme ici sur une pointe. Puis tout ça ici, on ne peut pas y aller en voiture, mais l'hiver avant, il y avait le pont de glace. Donc les gens partaient du port pour aller sur l'île d'entrée en voiture. Puis je vais vous montrer où il y a apparemment pas vraiment d'enregistrement de ça. Donc il y en a un dans le groupe. Je vais découvrir. Ah, le son a quitté. Vous l'entendez là, maintenant? Non, il a disparu. Bon, c'est pas trop grave. Côté, il passe en avant. Bon, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, il y a 2 vidéos, partie 1, partie 2. Ce sont les 2 premières vidéos qui étaient jamais partagées dans ce groupe, qui datent donc du 16 février 2010, où ça a été enregistré, pas enregistré la vidéo, mais où ça a été numérisé, disons, mis en ligne, intitulé Voyage à l'île d'entrée en voiture sur glace. C'est le titre qui a été donné. Les 2 parties connectées, vidéo 1 et 2, ont été enregistrées le 3 février 1991 à 13h07. Bon, on le voit, il y a le timestamp en bas, là, voilà. Donc, il y a 33 ans, par Georges Benoît et Laurent Vigneault. C'était difficile à trouver, mais j'ai écrit à Diane. L'avantage d'être en contact avec les administrateurs du groupe. Elle a dit, ah, ben, c'est moi qui ai pris la vidéo parce que j'ai dit, on entend surtout une voix de femme qui commente. C'est qui? Puis là, je dis, oui, mais je veux savoir qui a filmé parce qu'on sait souvent que c'est souvent les hommes qui ont les caméras. Voilà. Mais c'était en effet Diane. Kanki a mis en ligne ces 2 documents. Et la première vidéo qui s'appelle donc Traverse de Havre-Robert à l'île d'entrée et traverse en passant par le Sandy Hook. Donc, elle m'a donc confirmé qu'elle a filmé, qu'elle était avec sa sœur et avec Robert et son beau-frère, donc dans la voiture. La vidéo 1 a reçu 49 commentaires et 42 j'aime. Et la vidéo s'intitulant Souvenir Yvan Quinn vidéo numéro 2 compte 31 commentaires. Cette vidéo a été publiée en honneur d'Yvan Quinn. Moi aussi, je ne savais pas qui c'était avant. Qui est décédé en 2002, qui était l'ancien maire de l'île d'entrée, commerçant et musicien. Aussi, quelque chose aux îles, les gens ont plusieurs boulots. Hein, voilà, ils font plein de choses en même temps. Et sur la vidéo 1, donc nous ferons en voiture, je pense que je les ai ici. Donc, vous voyez, en voiture avec les auteurs de la vidéo. Et avec une sensation de steadicam qui part de Havre-Robert, puis ça bouge quand même beaucoup, sans arrêt, avec chaque impact, irrégularité sur la surface glacée. Et durant les premières minutes de la vidéo, les voix sont très peu audibles. Et puis après, vous avez entendu, ça commençait peut-être un peu à parler. On entend surtout le moteur de la voiture, le clignotant, les conversations coupées et le contact des pneus qui touchent la glace et la neige. Donc, on entend en fait l'impact. Il y a principalement des Jeeps et voitures 4x4 qui sont filmées à partir de la voiture. Et puis, je reviendrai tout à l'heure parce que dans les commentaires d'aujourd'hui, personne ne dit Ah, on était en 4x4, puis aujourd'hui, bon, c'est très bien le lien avec le changement climatique, mais donc, il n'y a pas de lien dans les commentaires. Donc, parfois, on peut entendre des phrases comme Ça ne devait pas être lent, puis les voitures suivent les unes après les autres. C'est vraiment une enfilade. Et parfois, des voitures reviennent de l'île d'entrée et des nids de poules dans la glace sont visibles au lit, puis on entend Esti de boîte, des choses comme ça dans la vidéo. Et sur la vidéo 2, les commentaires de la sœur Diane sont audibles à l'arrivée sur l'île d'entrée parce que ça bouge moins. Donc, on commence à entendre en fait ce qu'elle dit. Elle explique vraiment ça, c'est la bâtisse, ça, c'est le dépanneur chez Jo, etc. Puis, je vous ai apporté d'autres captures d'écran ici. Là. Elle filme d'extérieur, on entend vraiment le vent qui est très fort, un élément très important qui est revenu à plusieurs reprises, c'est vraiment le vent. Et on aperçoit l'enseigne de l'épicerie de Ansel José avant de voir la porteur du dépanneur d'Yvan et d'Yvan Quinn. Mais l'enseigne ne dit pas que c'est chez Yvan Quinn. Alors, j'ai écrit, c'est une association à l'île d'entrée, j'ai écrit pour avoir toutes les informations dont j'avais besoin pour confirmer ce que j'avais à partir de ces images ici. Et on peut apercevoir donc beaucoup de personnes qui sont dans le magasin, ils vont à la caisse, donc l'ancien maire que vous voyez là. Puis après, il sort la guitare, puis tout le monde est là, puis c'est la visite de la journée. Et la vidéo est donc composée en 2 parties et c'est intéressant pour différentes raisons. Tout d'abord, elle témoigne du début des fonctionnalités de groupe sur cette plateforme. Donc, il y a aussi une forme d'historiographie de Facebook qui
qui émergent à partir de ce stockage, j'appelle ça, parce que ce n'est pas une vraie archive en ce sens-là. Donc, c'est aussi Diane Hébert qui commence à tester, elle commence à tester en fait qu'est-ce qu'on peut faire en fait en ligne. Donc, c'est quand même intéressant. Et sachant aussi que c'est des personnes pas très âgées, mais quand même. Puis, c'est aussi les deux nous ont dit, les personnes plus âgées des îles viennent nous voir avec, hey, peux-tu numériser ça? Puis, ils ont des cartons et des cartons dans leur sous-sol, puis ils essaient d'en faire le mieux. Puis c'est des personnes qui se connectent, mais qui ne savent pas nécessairement mettre en ligne. Puis ils disent que c'était surtout pendant la pandémie que surtout les populations très âgées et pas très mobiles qui s'est connectées via le site, puis via le chat et tout ça pour recréer communauté à partir des images d'archives. Donc il y avait une vraie consolation en fait d'une autre forme de nostalgie pendant la pandémie qui était présente. Et puis, on trouve aussi cette référence à l'historiographie de Facebook, quelqu'un qui dit « Ah, merci, super idée, ce groupe ». Donc, ce qui nous paraît aujourd'hui quelque chose d'assez anodin. C'est vraiment cool, tout ça. Donc, on trouve ça dans les commentaires. Il y a aussi donc, ces deux enregistrements numérisés. C'est un caméscope analogique, mais là, j'ai envoyé plein de photos et puis de noms de caméras à Diane pour dire « c'était laquelle? Je voudrais savoir. Puis, est-ce que tu l'as encore? » Mais non, elle ne se souvient pas et tout ça. Mais voilà. Et ce film ne garde pas uniquement donc une trace, ces deux films du souvenir personnel de Yann. Sa sauvegarde et numérisation témoigne de l'une des dernières années, 1991, où la traversée par la glace fut encore possible. Là, j'ai vérifié sur Wikipédia, on dit que c'était 1993, le dernier pont de glace. Et puis, donc, j'ai écrit au Council for Anglophone Magdalen Islanders et Geneviève Audet m'a répondu « Yes, I confirm that those information are relevant and correct ». Puis là, c'est la traduction en anglais, c'est « Entry Island to Amherst Island in 1993 ». Elle m'a confirmé aussi que c'était bel et bien le dépanneur de Yvonne Quinn. Donc, voilà, j'ai vérifié les sources. Et les commentaires aussi sont... Et là, c'est intéressant parce que c'est là où il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones qui ont commenté, ce qui n'est pas toujours le cas parce que les communautés sont relativement séparées. Mais on voit par exemple que ces voyages vers l'île d'entrée l'hiver, qui était plus facile parfois que l'été, l'été, on prend le bateau, mais c'était apparemment quelque chose qui se faisait beaucoup l'hiver, permettait aux jeunes d'apprendre l'anglais. Donc, ça se revient dans les commentaires. Je vais y aller un peu plus vite pour quand même... Oh, ça va, il me reste peut-être une petite dizaine de minutes. Ouais, c'est ça. Donc, on voit dans certains commentaires, surtout le premier, c'est pas cette année qu'on va revoir ça. D'autres personnes ont dit « Ah, moi, je suis allée à cheval. Ah, moi, j'ai pris un skidoo. » Donc, on voit toute forme Et puis là, ah, on ne peut plus le faire. Et là, il y a une solastalgie, mais qui n'est pas dite. C'est-à-dire, personne dit « Je suis solastagique. » On dit « voilà, on ne peut plus le faire. C'est vraiment triste. » Mais personne ne remet en question « On est allé en 4x4 quand même. » Donc, il y a un peu cette ambiguïté là qui présente. Et puis, l'autre élément aussi, le début de la vidéo montre à quoi ça ressemble l'été, la traversée. Puis, mais aujourd'hui, c'est tout le temps comme ça. Donc, il y a un peu, voilà, comme trace du passé. C'est vraiment un des exemples très, très intéressants que je voulais partager avec vous. Il y en a beaucoup d'autres. Je viens aux conclusions et perspectives là, de cette analyse, mais tout en le liant aux ateliers. Peut-être dans la discussion, je pourrais aussi davantage parler après de ce qu'on a fait collectivement donc sur place. Différents constats et perspectives. J'ai appelé ça pour l'instant une éphémère et presque silencieuse archive climatique, en sachant que archive ici est à prendre au sens non classique du terme parce qu'il n'y a pas de méta-indexation, puis c'est une catastrophe que ça se passe sur Facebook. Mais bon, au moins ça se passe. Puis Diane m'a dit un truc intéressant. Je dis, ouais, tu sais, le musée de la mer ne sont pas très contents que tu partages des images de la BNQ et du musée de la mer dans ton groupe parce que c'est à eux, c'est leur archive. Elle dit, ouais, mais la mémoire, ça se partage. C'était la seule réponse. J'ai dit, OK, fine, on va travailler avec ça. Alors, différents constats et perspectives se laissent dresser depuis le début de l'aventure du projet sur le plan méthodologique quant aux observations en ligne. Et là, je me permets de lire parce que je ne maîtrise pas encore mes conclusions. Sur le plan épistémologique, concernant l'a priori de la solastagie, j'appelle ça, et sur le potentiel de recherche et de création à venir. Donc, qu'il soit géré bénévolement ou par une entreprise, le premier constat de cette recherche confirme que les groupes de mémoire sur Facebook qui invitent à partager des souvenirs personnels marchent très bien. Tout d'abord, parce que le fonctionnement de la plateforme, qui est encore utilisée par 35 millions de personnes aujourd'hui, est facile et une habitude régulière pour beaucoup de personnes entre nous. L'incitation émotionnelle touchant aux souvenirs et à la nostalgie est assez efficace. Là, ça fait sur plusieurs groupes que je travaille, puis ça fonctionne. Les gens adorent parler de leur passé et puis raconter leur vie. Voilà. Ça fait partie de nos vies, les récits, c'est ça. Fusionnant ainsi avec d'autres histoires pour faire communauté. Donc, il y a
évidemment, une communauté ne vaut pas une autre, mais il y a un réel attachement à cette communauté-là. Il s'agit d'un quasi-forum historiographique aussi oral et visuel vernaculaire comportant ces faux souvenirs, des anecdotes, des vérifications historiques en direct ou d'une richesse de témoignages qui serait difficile à récolter comme chercheur en un seul voyage. Parce qu'on a vraiment accès à beaucoup de bribes de récits, peut-être parfois un peu décousus, mais quand même. Ces groupes permettent de garder trace des phénomènes sociaux et historiques, de raconter une autre histoire, souvent locale, peut-être une forme d'historiographie alternative. Et les publications à l'ancienneté de certains groupes permettent d'historiographie la plateforme Facebook en parallèle aussi. Il y a évidemment un côté obscur et potentiellement néfaste pour cette mémoire presque éphémère. Il y a d'abord le souci donc d'archives. Facebook n'est pas une archive bien indexée, ordonnée. Facebook n'est tout simplement pas une archive. Ça, on peut débattre. Toutes les images et récits ils sont par ailleurs donnés à l'entreprise, ce qui est exploité dans les groupes de mémoire commerciaux aux prétentions non commerciaux, comme Do You Remember? Si jamais vous intéresse, j'avais donné la référence avant. Sur le plan historiographique, il n'est pas toujours évident de confirmer la véracité des sources, mais ça, tout travail d'historien, peu importe en quelle archive on voit. Donc, voilà, même si les personnes dans le groupe se corrigent et échangent, parfois même des documents à l'appui. Non, non, attends, je te montre. J'ai sorti ça du conseil municipal. Donc, il y a quand même un travail en place. En ce sens, il n'est pas possible de considérer les activités dans ces groupes comme une source historique classique en soi. Pas encore présent dans le groupe, vous souvenez-vous, Île de la Madeleine, les deepfakes ou créations d'images historiques avec l'intelligence artificielle vont passablement changer le caractère de ces groupes. Peut-être pour certains groupes, non, mais dans d'autres, c'est déjà le cas. C'est quelque chose qui va m'intéresser bientôt, mais pas tout de suite. J'ai décidé de mettre mon cerveau en ralentissement et mon corps aussi. Le cerveau fait partie du corps. Bref, cela étant dit, cela n'empêche pas la véracité ou la volonté d'authenticité de ces énoncés et nous avons ainsi accès à une autre forme d'histoire alternative, une histoire racontée et collective se constituant de bribes et parfois de plus longs récits qui font état d'une émotion du temps présent ou de l'expérience directe de l'histoire, comme le disait Carr, pour des grands événements historiques. Tandis qu'ici, nous nous situons dans l'histoire d'un événement qui est plus lent, aussi le changement climatique, le changement d'un lieu, qui est par exemple les attentats ou d'autres grands événements historiques. Et malgré tout accélérant, le changement climatique aux îles est très visible. Il est aussi, notamment quand on contraste les images anciennes du groupe avec celles d'aujourd'hui, comme notre voyage l'a montré. Comme d'autres groupes de mémoire sur Facebook, vous souvenez-vous, est d'une richesse inouïe sur le plan du changement avant-après. Architecture, artisanat, paysage, mœurs, langage se modifient, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Donc, ça peut être l'industrialisation, ça peut être l'histoire du pan qu'il faut créer, les changements de réglementation sur la pêche, par exemple. Et puis, beaucoup de pêcheurs nous ont dit, bon, on ne peut plus pêcher comme avant. Alors, le vent a changé, puis là, on a des technologies qu'il faut utiliser, puis on n'a plus le droit de pêcher ça. On pourra parler des phoques aussi par la suite. Donc, vous souvenez-vous, et ça, c'est un résultat, n'a pas du tout une vocation solastagique. Elle ne l'a pas, mais il y a des traces solastagiques. Il y a quand même des contours qui peuvent s'y saisir. Et on s'est dit, ah bah peut-être, en rencontrant Diane et Robert, parce que Diane est très engagée sur le plan écologique, bah, on va voir un peu qu'est-ce qu'on pourra faire une fois rendu sur place. Et ça l'amène au second constat, qui est celui de voir que, vous souvenez-vous, constitue principalement un lieu de partage nostalgique et ludique, où le passé est joyeusement rappelé, notamment en lien avec les personnalités madelinoises et leur histoire de vie attachée au lieu. La généalogie est une thématique récurrente où les souvenirs personnels permettent de lier une maison à une famille, une personne à un bateau spécifique, etc. Donc, on a beaucoup ça. En revanche, les expressions solastagiques, en leur tonalité, sont parfois bel et bien présentes, mais il ne s'agit clairement pas d'un groupe solastagique en prédominance. Et si solastagie est exprimée, elle n'est pas politisée. Vraiment pas, le débat politique n'y est pas. Il y a 2 publications avec la Grave, puis on avait remis de la roche, en fait, à la Grave, aussi à un point très exposé, mais ça s'arrête là. Et on s'énerve plus sur le fait qu'il y a des millions qui sont dépensés au lieu de faire autre chose aux îles, comme par exemple, voilà, les câbles sous-marins, ça a été abandonné. Pour contrer ce changement climatique. Il n'y a pas de débat qui se met en place, aussi parce que le groupe n'est pas destiné à cette fonction. Et avec Magali, on était surtout très étonnés, parce que là, j'ai dit, mais attends, il n'y a rien sur Fiona dans le groupe, ça se peut pas. Donc, je reprends une gorgée, parce que ça nous a vraiment étonnés. Et Corinne Dufresne-Delière, qui était retournée aux îles en lien avec son projet, que je vais quand même présenter pour vous donner un aperçu. Elle a rencontré Diane et Robert, puis a demandé, mais on a comme vu, il n'y avait rien sur Facebook, pourquoi? Et là, je vais essayer de bien... Elle a noté le verbatim pour moi, Corinne. Elle a dit,
Robert a dit, les images sur le groupe, ce sont des images d'il y a au moins 20-25 ans. Bon, la plupart du temps. Nous autres, Fiona, on n'a pas pu poser beaucoup parce que là, on était à Charlottetown. De toute façon, ça nous galopait. On était en Nouvelle-Écosse, puis à Sydney. On s'est dit que l'on va s'installer ici parce qu'on s'en venait à monter dans le Nouveau-Brunswick. Puis en gros, ils ne pouvaient pas retourner parce qu'il y avait la tempête. Et des images de Fiona, il y en a sur ton Facebook, le profil d'Yann, donc sur mon mur personnel. Puis après, Corinne a dit, en gros, il y a il n'y a pas de place. Moi, j'en interprète quand il y a un traumatisme, il n'est pas partagé dans ce groupe parce que ce n'est pas sa destinée. Donc, c'est partagé ailleurs, sur Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux. Malgré ces réserves et limites, le contenu de ce groupe devient autrement pertinent selon la position à partir de laquelle on le regarde. Pour nous, le groupe était un portail pour voyager aux îles avant d'y aller en personne et de se familiariser avec les lieux via les récits d'une façon beaucoup plus personnelle que via un guide touristique ou un livre historique. Les souvenirs personnels, surtout les photographies, deviennent donc une richesse méthodologique pour les intrus, comme j'aime bien nous montrer, montrer aussi. Les deux chercheurs arrivés donc de l'Allemagne et de la France, comme j'ai dit au début. La présence du groupe, vous souvenez-vous, nous a également permis de voyager entre les lignes, d'y naviguer en parallèle de la suite de nos recherches et activités, d'y annoncer nos événements. Diane et Robert ont annoncé eux-mêmes l'atelier auquel ils participaient. Donc, ça, c'était vraiment une co-création qui s'est mise en place. D'y annoncer donc nos événements, de trouver d'autres contacts ou indices. Et sur le plan méthodologique, de travailler entre les lignes. Ça, je regarde aussi Ola, parce qu'on avait travaillé là-dessus en lien avec les nostalgiques de l'ex-RDA, offre de belles perspectives de recherche pour constituer un terrain ou des terrains complémentaires. Dans notre cas, vous souvenez-vous, fut un levier supplémentaire pour préparer le sujet sur la stagie créatrice. Nous avons exploré, expérimenté en fait la solastagie à travers différents ateliers, activités publiques sur lesquels je reviens avant de faire une conclusion finale. Donc, c'est une image qui flottait. Voilà, c'était un triptyque qui peut vous faire voyager un peu. Donc, en 2022, on a donc rencontré nos partenaires principaux pour ce projet. C'est le musée de la mer. C'est un peu coupé. J'ai fait un capture d'écran J'étais un peu paresseuse. Je fait une capture d'écran du site web que vous pouvez aller voir. Au musée de la mer, c'est Gabrielle Leblanc, directrice générale. Aussi, c'est pas rose, c'est plus beige, sur mon ordinateur. Comité zone d'intervention prioritaire, ZIP, donc des îles de la Madeleine, avec Karine Rioux, qui nous a montré tout au long qui nous a montré les endroits fragilisés dans le chemin de la Martinique, mais pas uniquement. Il y a aussi donc, le centre d'artistes Lorraine Janowski, qui est directrice artistique de Admaré. Vous souvenez-vous du île, j'en ai passablement parlé. C'était mon petit dada de cette recherche. Et Joaquin Sabat, qui est au cégep là-bas. Donc, ça, c'était vraiment nos partenaires locaux. Là aussi, je vous montre toute l'équipe. Voilà, tout le collectif. Parce que l'on dirait que c'est juste moi qui ai fait tout ça, c'est pas vrai. Donc, Magali Hull, Amandine Alessandra, qui est en design, Célia Forget, qui est anthropologue, Christophe Abrassa, Raphaël Guidé, Louise Paradis. Donc, je vous laisserai découvrir là. Et puis, Sandrine Allen, Martin Archambault, Corinne Dufresne-Delière et Geneviève Proumasson, qui passent en étudiante. Puis, il y a beaucoup d'autres collaborateurs, collaboratrices qui sont venus pour les ateliers même. Donc, vous pouvez découvrir sur le site web par la suite ou en discussion quand on va échanger. Donc, on est parti quand même un bon 3 semaines aux îles. D'abord, en petit comité des co-chercheurs. Et après, les autres sont rajoutés. Donc là, vous nous voyez, pour les ateliers, on a récolté des objets à la mer, voilà, durant nos balades et visites aussi photographiques. Donc, on a collecté beaucoup de choses qui traînaient sur la plage. Des bouées, voilà, toutes sortes d'objets, en fait. C'est ça. Deuxième, vous voyez, ça, c'est des images. On est allé chez Diane et Robert pour un atelier qui s'appelait Souvenirs du futur. Ils ont sorti certains cartons, puis ils nous ont préparé. Ils étaient vraiment adorables et choux. Ils sont venus le jour de l'atelier avec 3 valises, avec leur grande voiture. Ils ont amené des objets. Ils ont amené surtout aussi beaucoup de personnes. On est parti aussi à un moment où il n'y avait pas de touristes aux îles. On ne voulait pas de touristes pendant nos ateliers. Donc, c'était juste avant l'arrivée de l'annonce touristique. Donc, ça, c'est toutes les photos, images que Diane avait à la maison. Là, donc, on était chez eux. Puis, l'autre photo, ça montre Magali Alexandrine qui faisait aussi des captures, en fait, dans l'océan, donc sonore, pour voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sonore sous l'océan. Puis, vous voyez, on était à la recréation sur une vieille école transformée en résidence artistique où on a pu habiter. Puis, vous voyez à l'apéro, hein, on a aussi fait des apéros. Voilà. Mais c'était quand même très fatigant aussi comme voyage. Je me dis, c'était le fan aux îles et tout. Mais en fait, j'ai passé beaucoup plus de temps chez Rona
pour trouver des trucs pour les ateliers que de me promener sur les plages. Donc voilà, c'est aussi une réalité quand on fait ce genre d'activité. Là aussi, vous voyez d'autres images. Voilà, donc ça, je pense que c'est Régent, si je ne me détrompe pas, je n'étais pas sur le bateau qui aidait. Donc il fallait rencontrer aussi les pêcheurs qui nous promenaient et tout ça. Pas moi, je n'étais pas sur ce projet-là. Vous voyez Corinne, on a rencontré c'était comme un marché aux puces, on a rencontré Silvio qui s'occupe en fait des scouts aux îles et qui s'occupe aussi à recycler toutes les canettes aux îles. Et je ne sais plus comment on est rentré en contact vraiment avec lui. Il y a toute une anecdote autour de ça parce que là, Corinne a pris le numéro pour récupérer des canettes pour son atelier, mais là, ce n'était pas le bon numéro. Alors, on a essayé de trouver un Silvio Cyr, ça nous a pris une après-midi au téléphone, toutes les deux en parallèle, à essayer de trouver Silvio Cyr et son numéro aux îles pour savoir quand est-ce qu'on peut se voir pour récupérer les canettes. Donc, ça a pris une après-midi. Ce n'était pas prévu. Donc, c'est pas là qu'on a fait un séminaire de lecture sur la solastalgie. Et vous voyez d'autres images, là, la rencontre aussi avec Célia pour prévenir les souvenirs du futur. Il y avait un atelier avec les cégepiens, etc., pour vous montrer, pour vous faire voyager un peu. Donc, un atelier, c'était les souvenirs du futur, où justement, on a invité des personnes aussi via le groupe Facebook de venir et de dire si on n'était pas en mode confrontation, qu'est-ce qui se passe si les îles ne sont plus là, mais pour vous, qu'est-ce qui devrait rester des îles? Peu importe ce qui arrive, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Et on a eu des récits, il y avait aussi des enfants là qu'on ne voit pas sur la photo. Là. Il y avait Sonia Pinchot, qui est une accordéoniste qui fait le tour du monde avec son accordéon, qui a un restaurant aussi, qui était là avec sa fille. Puis toute personne avait autre chose à raconter. Puis voilà, je pense que ça, c'est une autre Geneviève qui a fait un poème. C'est elle aussi qui dit, moi, ce qui me manque, c'est le bruit des phares. Le bruit des phares, parce qu'on a arrêté la majorité des phares. Le dernier, je pense que c'était en 2003. Elle dit, bah, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas Internet, nos moyens de communication? Bah, et puis, ça me manque aussi. Ça me donnait le temps dans la journée. Donc, il y a beaucoup de mini... C'est un mélange parfois de nostalgie sur la stagie, mais il y a quand même... c'était très intéressant de voir, en fait, qu'est-ce qui peut émerger de ça. Puis, on les a invités aussi à faire des petites créations sur... Bah, ce que nous, on a trouvé, en fait, c'est chez l'équivalent des Petits Frères ou l'Armée du Salut, là, osé, ça s'appelle Réutile. C'est très important aux îles, le recyclage. Donc, le prix est calculé par rapport au kilogramme, puis c'est calculé pour le ministère de l'Environnement. Donc là, on a trouvé la plupart des objets pour nos ateliers aussi, en dehors de ce qu'on trouvait dans les rues ou sur les plages. Et on a invité après, à partir des souvenirs apportés, d'en faire des créations, puis les partager après à la mise en commun. Ça va, je vais arriver aux conclusions bientôt. Un autre atelier prospectif du futur, c'était Christophe et Célia qui s'en occupaient avec la loupe marine. Donc, c'était les jeunes cégepiens à s'imaginer qu'est-ce qu'il y aura dans le futur, comment on pourra vivre aux îles. Donc, là aussi, des très beaux résultats. Ça, c'est Onde d'érosion, écouter les fonds marins, j'ai déjà cité. Donc, c'était Magali puis Alexandrine. Et on a aussi, maintenant, vous savez pourquoi j'ai utilisé cette police étrange qui est très belle. C'est Madeli. Donc, il y avait Amandine et Louise. Là, je dis juste les prénoms parce que ça me permet de couper du temps. On fait de l'atelier donc de typographie. Donc, tous les objets qu'on a collectionnés pendant des semaines, les 2 semaines avant, on les a amenés, disposés sur une table. Et les personnes étaient invitées à former des lettres. Moi, j'en ai fait plein aussi, mais on a juste utilisé les lettres qui étaient faites par les Madelinoises, Madeliniennes et Madelino. Comme vous pouvez voir. Puis, c'est devenu une typographie que vous pouvez télécharger, utiliser, soit en couleur, comme j'ai essayé de le faire. Là. Ça ne marche pas sur tous les supports, mais vous pouvez l'installer sur Word sans problème. Et donc, il y a chaque lettre qui a été faite par une personne pendant cet atelier-là. Vous voyez l'animation en haut. Et justement, j'ai parlé un peu avec Amandine hier, puis on disait, après, par la suite, ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue du langage, en fait, avec ça. Parce que aussi, on passe de l'analogique au numérique avec ce genre d'atelier. Donc, c'était vraiment passionnant. Moi, je ne l'ai pas encadré l'atelier, mais finalement, tout le monde participe un peu à chaque atelier parce que, voilà, quand on est sur place, là, en collectif, cherche-moi les post-it, toi, tu fais ça, et finalement, on vit un peu toutes les expériences. Et ça, c'était vraiment très, très chouette de voir sur un point très pratique qu'est-ce qu'on peut faire en fait sur place. Puis finalement, c'était aussi les personnes sur place qui avaient proposé une dizaine de mots pour la police de caractère. Puis Madeli a été choisie collectivement hein, en fin de compte. Et l'atelier de solagraphie, donc je veux quand même un peu parler parce que c'est donc Corinne Dufresne-Delière qui participe aux 2 projets aussi que j'ai précités.
qui, dans sa maîtrise de médias expérimentales, travaille sur la solagraphie. Donc, si dans le fond, c'est un sténopé, je ne vais pas revenir en détail sur comment on le fabrique. Ça va être marqué dans l'atlas, mais juste parler de la procédure, comment ça se passe par la suite. Donc, les personnes sont venues, ont créé des caméras analogiques avec un papier photo après qui est inséré, puis voilà, un trou qui désobstrue, comme on dit. Puis, ils étaient invités à installer les caméras à un endroit privilégié, choisi sur le balcon, à l'extérieur. Je vais vous montrer par la suite. Et il y a un temps d'exposition très, très long pour ce genre de médias, c'est-à-dire ça prend quand même, l'exposition était autour de 3 mois à peu près, là, quand même. Il a laissé ça là pour que finalement le passage de la lumière et du soleil passe. Et il laisse finalement une trace véritable du paysage sur le papier qu'elle développe par la suite. Mais évidemment, il y a aussi, voilà, il pleut, il neige, il y a du vent, il y a des caméras qui sont perdues. Donc, je vous montre juste quelques exemples. On avait évidemment choisi le jour où il pleuvait le plus. On est parti avec Corinne à installer les caméras. Et moi, j'ai documenté quand on l'installait. Donc, vous voyez à gauche, là, à nouveau, le chemin de la Martinique. Malheureusement, probablement pendant l'été, quelqu'un dit, mais qui attache des vieilles canettes? Ça va à la poubelle. Donc, celle-là, elle a disparu. Mais d'autres, on les a mieux cachées. Et à droite, vous voyez Étienne Pichet, qui d'ailleurs travaille pour le ministère des Transports aux îles, qui lui-même, moi, Corinne était repartie, fait que là, c'est moi qui ai installé ça avec lui. Puis vous voyez après le résultat, où on ne voit pas exactement, on voit des lignes à peu près de la butte en arrière sur la solagraphie. Bon, donc c'est ça. Puis dans le futur Atlas, il y aura les solographies aussi. Là, vous le voyez, une au Cétré, c'est Lynn Biran, voilà, qui a installé ça sur sa terrasse. Donc, vous voyez là aussi ce que ça fait en termes d'exposition. Et il y aura présence des solographies dans l'atlas final, donc un des produits que Magali édite là principalement. Et Corinne est surtout retournée pour chercher les caméras, pour revoir les gens, prendre les verbatim aussi de cette expérience, de cet objet étrange qu'on a chez soi, puis qui va faire quelque chose. Et évidemment que ça va être restitué par la poste par la suite. Donc, c'est ça. Ça, c'est la mise en commun des ateliers. C'était une soirée, il y avait quand même une bonne 60aine de personnes de passage de tous les âges. Où on a fait parler de chaque personne qui participe à un atelier à représenter l'atelier, donc pas nous les chercheurs, c'était vraiment les personnes qui ont fait, ou parfois ils disaient, ah ben on n'ose pas trop, est-ce qu'on parle en duo, fait que parfois c'était les chercheuses et chercheurs aussi. Donc c'est ça. Une mise en commun très festive. Puis Robert aussi a révélé ses talents de conteur ce soir-là. Il nous a raconté un conte sur des histoires de hockey aux îles entre deux différentes communautés de langage. Donc voilà, voilà, il a fait un conte avec Hélène Leblanc, c'est lui qui écrit. Enfin, c'était vraiment une belle mise en commun. Surtout, je suis toute énergique quand j'en parle parce que on ne savait pas comment ça allait se passer. On était des vrais intrus quand même en tant que chercheurs arrivant là-bas, mais ça avait bien fonctionné. Puis là, je vais conclure pour qu'on puisse échanger. Le troisième constat, donc, après tout ça, et ça me revient un peu à une autocritique aussi, c'est que concerne justement le voyage d'un concept et son usage dans le langage commun en dehors des sentiers universitaires. Parce que c'est bien beau de parler de solastagie, mais est-ce que ça veut dire quoi? En utilisant le titre d'anglais terrain de la solastagie, il s'agissait de souligner aujourd'hui, dès le départ, que la solastagie et beaucoup d'autres émotions, comme la nostalgie, sont plus facilement, pas toujours facilement saisissables, justement, parce que c'est implicite, la plupart du temps, d'un point de vue langagier, contrairement, par exemple, à la colère ou le mécontentement, que l'on peut plus facilement reconnaître aussi lors de manifestations publiques en ligne ou dans la rue, hein, avec un hashtag. Puis j'ai fait juste le test, là, avant la conférence. Si on met hashtag solastagique, donc l'adjectif de s'approprier ça d'un point de vue de l'adjectif de le ressentir, une entrée sur Facebook. Bon. Solastagie, déjà, c'est autre chose, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Donc, ça rejoint à ce que Ashley Consuelo-Velox a dit dans un texte fondateur sur, pas la solastagie, mais sur le mourning, en lien avec le changement climatique. Elle a dit que dans ce texte fondateur, que les deuils et tristesses concernant la disparition des humains et autres humains ou non humains ne sont pas assez couramment exprimés dans les discours publics, médiatiques et politiques. Donc, l'émotion, ça a changé depuis 2012, mais c'est quand même pas encore ça. Ce que nous avons constaté aux îles, ce n'est pas l'absence d'émotion, mais les personnes rencontrées sur le terrain, ni dans le groupe Facebook ou sur place, n'utilisaient le mot solastagie. Donc, on s'est dit, ah ben, on a mis ça sur notre affiche. Je le montre là pour recruter. Fait que finalement, on n'aura peut-être pas dû. On aura peut-être juste dit, on fait un bingo, puis on fait autre chose après pour que les gens viennent. Mais bon, on s'est vraiment posé cette question-là. En même temps, on a dit, bah non, c'est ça, on va quand même avancer avec ça.
Et il y avait des moments très touchants par rapport à ça parce que il y a des personnes qui sont donc venues aux ateliers. Très peu de personnes étaient familières avec le concept. Et en l'expliquant, nous avons souvent reçu la réponse, eh mais oui, c'est ce que je ressens depuis longtemps. C'est ça. Merci d'amener le mot. Je ne savais pas ce que c'est. Donc oui, c'est la nostalgie. Parfois, je suis déprimée. Voilà, parfois, c'est la mélancolie. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Je suis attristée par autre chose. Si c'est ça, super. Moi, j'aurais aimé qu'on trouve un mot Madelino et pas la solastalgie ou un mot plus. Voilà, mais bon, on s'est pas rendu là. Il fallait peut-être rester plus longtemps aux îles. Et puis surtout, quand il y avait ça, de dire ah bah merci beaucoup. C'est vraiment ça en fait qui se passe. Puis comme Régent que vous avez vu peut-être un monsieur de 94 ans, un artiste qui est venu, Diane et Robert l'ont amené. Ben, c'était vraiment très touchant. Qui est venu et qui a dit bah moi, voilà, c'est ça que j'essaie de trouver là comme expression pour ce que je ressens parce que moi, le vent a changé. Le vent a changé avec ça, le mouvement sur le sable, donc je ne peux plus faire les mêmes peintures. Mais en même temps, il dit c'est beau aussi parce que ça change ma pratique artistique. Donc, il y avait voilà, quelque chose de double. Donc, on a vu aussi que oui, c'est difficile de voyager avec un concept, de vouloir peut-être l'octroyer, mais en même temps, c'est à travers l'échange, ah mais oui, c'est ça. C'est super qu'il y ait un mot. Donc, il y avait un peu des deux en même temps. Il y a donc un double tranchant à ce voyage et partage conceptuel. En le mobilisant la solastagie comme parapluie de cadrage, il nous a permis de saisir autrement une communauté en ligne et de faire connaître un mot qui réunit beaucoup d'émotions présentes parmi les personnes madeliniennes qui l'ont accueilli avec beaucoup de curiosité. En revanche, en travaillant avec ce concept, on a peut-être raté l'invention d'un mot, comme je dis, d'un accent propre aux îles. Il faut cependant ajouter ici que l'objectif de ce projet ne résidait pas en une sensibilisation, moralisation climatique, mais au contraire dans l'idée de rendre la solastagie orientée vers l'espoir, vers un futur via la création et l'imagination à partir du passé et du présent. Que devraient rester des îles et qu'est-ce qu'on peut découvrir et faire autrement? Donner à la douleur et à la tristesse et de la disparition une nuance émancipatrice et prospective était l'intuition qui nous guidait avec Magali dès le départ et par la suite avec toute l'équipe sur place. C'est pourquoi on a organisé ces ateliers de co-création aussi avec les communautés et de savoir aussi qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme atelier. Donc, on n'est pas arrivé comme ça, on a fait des suggestions, c'était des échanges quand même constants, beaucoup d'emails et courriels envoyés. Et les retours sur l'expérience étaient chaleureux et un atlas est en cours de préparation. Je vous montre juste un début, comme ça, qui va être imprimé et lancé dans quelques semaines. Donc, le retour sur l'expérience était vraiment chaleureux en ce sens-là et c'est vraiment un travail collectif. Je ne sais pas si ça va amener à autre chose par la suite, on verra où la solastagie peut amener. Et les souvenirs personnels sur Facebook et les échanges constituent en fait un terrain de la solastagie ou des terrains de solastagie qui sont essentiels pour concevoir d'autres futurs qui se dérouleront aux îles ou ailleurs. Et ce que j'essaie d'appeler la technomémoire, d'ailleurs avec Emmanuel Kakamo, on travaille sur un ouvrage collectif en ce sens en ce moment, est par ailleurs une des façons de concevoir l'importance de la rencontre entre procédés analogiques et numériques, même si on sait que c'est un chevauchement conceptuel et puis aussi des inventions de mots qui désignent X et Y. Donc, on peut en parler aussi. Sur le plan méthodologique, en tout cas, c'est intéressant, comme on l'a vu avec la typographie. Mais aussi sur le plan de penser la disparition définitive de certains lieux sous l'eau. Donc, il y a des îles aussi qui ont déjà disparu, hein, on sait que c'est un fait. Et de continuer à les faire vivre en réalité virtuelle ou dans des jeux vidéo. Il y a un étudiant en jeux vidéo à Concordia qui travaille sur l'île d'entrée en ce sens-là, qui est en train de développer un jeu vidéo. Donc, l'irréversibilité n'est pas uniquement temporelle, mais elle concerne aussi les lieux auxquels nous sommes attachés. Donc, pour les humanités numériques, les traces numériques d'un temps ou d'un lieu disparu ou en cours de disparition, comme dans notre cas, peuvent consoler, guérir et apaiser la douleur de la perte. Et là aussi, c'est la partie constructive de la nostalgie ou créative de la nostalgie. Mais elles ne sont pas nécessairement la solution pour trouver un refuge ailleurs ou s'adapter à son chez-soi autrement, si c'est encore possible. Donc, j'appelle là à la non-stagnation. Voilà. En ce sens, le seul recours nostalgique ou solastalgique régressif à ce qui n'est plus possible peut aussi amener à la stagnation et empêcher d'agir. C'est pourquoi il fut important pour nous dans ce projet de mobiliser les imaginaires, ce que nous a amené à des ateliers dont le rendu est analogique comme numérique, une double existence pour une double trace sur des terrains de la solastalgie. Je finis.